Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Depuis 1870, depuis son retour en France, Victor Hugo incarnait tout simplement la République. Et les Français n'étaient pas loin de voir en lui, de voir dans ce grand vieillard à barbe blanche, le grand-père de la République. Il était devenu sénateur et on peut dire qu'au Sénat, il n'avait qu'un seul but, l'amnistie des communards. Parce qu'après la répression terrible de M. Thiers, après les 30 000 exécutions, on avait beaucoup arrêté, on avait beaucoup emprisonné, beaucoup déporté en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel par exemple. Et la grande voix de Hugo retentissait sans cesse pour dire « Ce sont des Français comme les autres, je demande l'oubli, je demande le pardon, je demande l'amnistie, la réintégration de ces Français dans la nation française ». Et d'abord, il fut accueilli avec hostilité, avec haine, avec des cris, des injures encore, et puis il remettait sans cesse sur le tapis le même combat. Et les années passant, peu à peu, c'est lui qu'on entendait, et les voix de plus en plus nombreuses venaient dire « C'est Victor Hugo qui a raison ». Et quand on sonna le jour de l'amnistie des communards, on sut que c'était la dernière grande victoire de Victor Hugo. Il s'était rangé auprès des défenseurs de la République qui se croyaient exposés par ce qu'on appelle le coup d'État du maréchal de MacMahon, et là il avait pris la tête du combat, il était devenu le chef de la gauche. Était-il vraiment un homme de gauche ? Oui, sans doute, il se disait socialiste, mais c'était un socialiste à la Hugo. Il n'avait jamais lu Marx, a priori. Pour lui, le socialisme voulait dire amour. Alors, il voulait que tous les hommes s'aiment, il voulait que tous les hommes soient frères. Et il parlait toujours de ce XXe siècle qui serait le siècle de la fraternité, ce temps où l'on s'aimerait, où il n'y aurait plus de frontières, où l'on proclamerait les États-Unis d'Europe. Et d'ailleurs, il avait planté à Guernesey, dans son jardin, un tout petit chêne qu'il avait appelé le chêne des États-Unis d'Europe. Et il avait dit, quand il sera grand, il y aura les États-Unis d'Europe. Et si vous allez à Guernesey, vous y verrez ce chêne immense, évidemment, mais il n'y a pas les États-Unis d'Europe. Et il disait aussi que on allait vers la République universelle. Il n'y a pas non plus de République universelle. Même si ces causes étaient des illusions, je dois vous dire que j'aime assez que Victor Hugo se soit attaché à ces causes. Le jour de l'entrée de Hugo dans sa 80e année, certains cherchaient, en défilant devant sa maison aussi, à voir Juliette. Tout le monde maintenant connaissait l'existence de Juliette Drouet. Et on n'avait pas vu Juliette. Où était-elle ? Elle était dans cette chambre où il se trouvait avec Georges et Jeanne, ses petits-enfants. Elle y était assise, tout au fond, sur une chaise, et pendant des heures, elle n'avait pas quitté du regard cet homme qu'elle aimait toujours comme au premier jour. Mais elle n'avait pas voulu qu'on la vît, parce qu'elle savait que son destin était d'être une ombre, et ce jour-là encore, elle avait voulu être une ombre. Elle survivait auprès de lui. Il avait perdu Léopoldine, il avait perdu Charles, il avait perdu François-Victor aussi, mort jeune de tuberculose. Il ne lui restait plus qu'une fille, Adèle, qui était folle, et il allait la voir parfois dans son asile de Charenton. La famille de Victor Hugo, maintenant, en quelque sorte, c'était Juliette, cette vieille dame qui, en 1883, le 1er janvier, lui adressa son dernier message d'amour, sa dernière lettre d'amour. Elle était gravement malade, très malade d'un cancer qui lui rongeait l'estomac, elle le savait. Elle souffrait 1000 morts, mais elle souriait pour que Victor Hugo n'ait pas de soucis à cause d'elle. Elle est morte la première. Il a suivi, broyé, foudroyé à la fenêtre le départ du corbillard. Il n'a pas eu la force de suivre ce convoi jusqu'à sa dernière demeure. Juliette allait reposer au cimetière de Saint-Mandé auprès de sa fille Claire. Cependant que Adèle, elle, reposait à Villequier, auprès de sa fille Léopoldine, on aurait dit que ces deux femmes avaient trouvé le même destin au-delà de la mort. Et il s'est passé une chose inouïe. Hugo, qui avait travaillé tous les jours que Dieu lui avait donnés, dès le moment où le corbillard qui emporte vers sa tombe la femme qu'il avait tant aimée, Juliette Drouet, dès le moment où ce corbillard s'éloigne, Hugo pose sa plume. Il n'écrit plus, Victor Hugo n'écrit plus. Il est là. On dirait qu'il est muré comme au temps de son attaque, on dirait qu'il est immobilisé dans le passé. Elle est partie, il n'est plus rien. Et pourtant, on vient autour de lui. Il est devenu une sorte d'idole que l'on encense. On accourt de partout quand il sort. On vient le voir, on l'entoure, on veut toucher ses vêtements. Le jeune Barrès, Maurice Barrès, voudra lui être présenté. Tous les jeunes gens veulent lui être présentés. Et il est là, Maurice Barrès, qui attend de Hugo un mot définitif. Et le voilà qui regarde ce jeune homme et lui dit « Qu'est-ce que vous dites ?»« Je ne dis rien, dit Maurice Barrès. »« Qu'est-ce que vous dites ?» redemande Hugo. « Je dis que je ne dis rien. » Et ce fut l'unique rencontre entre Victor Hugo et Maurice Barrès, qui à l'époque se demandait s'il serait Bonaparte ou Victor Hugo. Un autre jeune écrivain, Romain Roland, l'a vu, lui, sur les bords du lac de Genève. Il avait 17 ans, il a vu la foule accourir quand il est sorti de son hôtel, ce grand vieillard. Et Romain Roland a écrit « Il était pour nous le gardien de l'immense troupeau des hommes. Nous, les millions, nous écoutions ces lointains échos avec quiété, avec fierté.
Et c'est vrai qu'un jeune homme comme Romain Rolland peut être ému par ces appels lancés par Victor Hugo, parce que si on lui signale en Russie des Juifs persécutés, ou en Amérique des Noirs qu'on traite d'une manière inhumaine, alors il écrit, il crie surtout, il élève sa grande voix. Est-ce qu'on entendait ? Est-ce qu'on écoutait ? Là n'était pas la question. En criant, c'était l'honneur de son siècle que sauvait Victor Hugo. Et puis un jour, celui que l'on croyait indestructible, celui-là tout à coup est tombé. Il avait reçu des petits-enfants, de ses petits-enfants, il avait été très gai, et lui qui parlait si peu, désormais avait parlé, et ses amis et sa famille avaient été ravis. Le soir même, il s'était alité, c'était le cœur d'abord, et puis les poumons, on avait publié des bulletins de santé, la foule s'agglutinait devant l'hôtel de l'avenue Victor Hugo. Et oui, puisque cette avenue d'Eylau était devenue l'avenue Victor Hugo, et que les amis de Hugo lui écrivaient maintenant « Monsieur Victor Hugo en son avenue ». Oui, cette foule s'agglutinait, silencieuse, inquiète, émue. Bouleversé, on publiait des bulletins de santé, M. Hugo s'acheminait vers la mort. Et le 22 mai 1885, il va rejoindre Juliette. Il avait agonisé pendant toute une semaine, on avait fait beaucoup de démarches autour de lui, l'archevêque de Paris avait souhaité venir lui apporter l'extrême onction, il n'était pas chrétien. Alors les disciples, les amis, avaient refusé, il n'avait pas eu tort, il n'était pas chrétien, mais il était si près de Dieu que même les chrétiens peuvent le croire près d'eux. Mais il n'était pas membre officiel de la religion chrétienne. Alors ce furent les obsèques que j'ai évoquées, 2 millions de personnes, que j'ai évoquées au début, à la première émission, 2 millions de personnes qui défilent pendant un jour et une nuit devant sa dépouille sous l'Arc de Triomphe, et ensuite le lendemain c'est le transport du corps au Panthéon que l'on a restitué à sa destination primitive, les grands hommes, et il rejoint ces grands hommes. C'est fait, il a accompli sa course terrestre, Victor Hugo. Alors si un jour vous allez à Guernesey, allez à l'endroit où il aimait se rendre. Devant la mer, il y a une falaise, et quand il y allait, ce vieil homme à la barbe blanche, il regardait la mer et ses lèvres souriaient, et parfois ses lèvres murmuraient des choses que l'on n'entendait pas. Et là, à Guernesey, vous aurez la certitude qu'il est toujours là, et que comme par le passé, regardant la mer, il parle toujours à Dieu. Laissez-moi vous souhaiter une excellente année. J'espère que vous aurez apprécié ce personnage immense, découvert ou redécouvert peut-être, une autre facette de sa personnalité, de son talent, de son immense génie, et que peut-être certains de ces messages résonneront dans vos têtes au moment où cette année commence. Soyez insatiables, soyez fous. C'est aussi le message d'un autre personnage, mais là je ne rentrerai pas dans les détails. Certains comprendront certainement le clin d'œil. Bonne année.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.